Donc voilà, il fallait faire des choix hein, dans ce qu'on peut aborder en 20 minutes. Peut-être juste, alors je vais partager mon écran pour le coup. Euh, Est-ce que c'est bon pour vous? Oui, Oui. Voilà, oui, juste oui. peut-être, qu'est-ce qu'on met derrière ce mot diriger? Euh, les anciens qui dirigent bien. Voilà des mots, des synonymes qui pourraient avantageusement traduire euh, le vocabulaire du Nouveau Testament. Hein, il y a toute cette notion d'être devant, en conduisant, en prenant soin, tout ça, c'est des synonymes. Et donc, on pourrait parler d'anciens qui existent bien le leadership. Je ne sais pas comment on pourrait bien traduire en français, en tout cas la gouvernance ou la direction. Après, je vous propose, alors c'est une manière de voir les choses, mais euh, quels pourraient être les rôles du leader au sein d'une équipe dirigeante? Parce qu'il va être important de poser ça. En fait, si on délègue une autorité à une personne, et là on parle, je restreins le domaine pour vraiment m'adresser à voilà, reconnaître la reconnaissance d'un d'un leader au sein d'une équipe dirigeante. Eh bien, il va falloir vraiment assigner des missions, un rôle pour pouvoir évaluer, encadrer et éventuellement reprendre. Et voilà, je vous propose, alors ça c'était un modèle que voilà, nous on a travaillé, mais ces quatre rôles du leader, il y en a d'autres hein, évidemment. Le premier, j'insiste toujours sur l'être. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que c'est un peu mon, mon dada, mais il me semble que être, être leader, c'est la première chose, avec tout ce que ça implique en termes d'authenticité, d'amour, de vérité, de conscience de soi. Et ça s'improvise pas. Je ne reviens pas sur la question du caractère, mais c'est premier, il me semble, quand il est question de prendre ce type de responsabilité. Ensuite, une de ces missions qui sera principale, c'est effectivement de construire l'équipe. Pour qu'une équipe fonctionne, et ça va, je vais vous donner deux, trois outils, enfin deux outils peut-être à la fin, là, rapidement. En fait, il y a besoin d'investir du temps à la construction de l'équipe. Ça ne se fait pas naturellement. Et donc, ce leader, il va veiller sur l'équipe. Il va être cette garde rapprochée de chaque membre de l'équipe. Il va l'animer, il va la faire vivre. C'est lui aussi qui va être le garant du cadre. C'est à cette personne qu'on va déléguer la responsabilité de recadrer quand il y a besoin, de revenir vraiment à des fonctionnements, à une déontologie qui a été fixée hein, auparavant. Mais ça, c'est un rôle indispensable qu'il convient d'habiter et d'incarner si on veut que cette équipe, justement, elle continue à favoriser ce cadre de vie. Je pourrais dire beaucoup de choses. Sa troisième chose, c'est aussi, c'est essentiel, c'est que j'ai parlé de donner du sens à la mission de l'équipe. Eh bien, le rôle de ce leader, ça va être de revenir à cette vision, de ramener à la vision. Les amis, on s'écarte, on n'est plus dans notre mission. Et de ramener à cette raison d'être, de revenir à l'essentiel. Ça va être quelqu'un qui a cette capacité de concentrer l'énergie du groupe sur sa mission principale. Et peut-être que vous avez des exemples, ce serait intéressant d'avoir les échanges d'expériences hein, avec dans des groupes, dans des directions collégiales où finalement ça, on dit que ça part dans tous les sens, on n'arrive pas à prendre de décision, on ne sait pas où on va, mais ça pourrait être un des rôles de ce leader. Et puis finalement, je pense qu'il y a un moment aussi où il faut trancher et le leader peut avoir aussi cette mission, alors pas de décider, mais d'amener le groupe à prendre une décision. Et peut-être d'ailleurs travailler sur la manière de décider. Voilà, ça c'est quelques pistes, on pourrait évidemment développer. Je voudrais aborder ici la question, une question
qui me paraît vraiment essentielle, en tout cas une notion qui me paraît essentielle, c'est celle de la pensée de groupe. Alors, il y a plusieurs sources, mais je pense que je vous ai donné un article aussi à lire, je ne sais pas s'il y en a qui l'auront lu, mais c'est un psychologue social, Erwin Janis, qui a utilisé ce terme pour désigner un processus selon lequel, finalement, dans un groupe qui est très uni, qui est très cohésif, eh bien, ce groupe arrive à prendre des décisions absolument stupides, aberrantes et parfaitement irrationnelles. Et il me semble que c'est vraiment important de parler de cela, parce que alors, je ne veux pas faire de trop grandes généralités, mais souvent on prône l'unanimité ou le consensus comme étant la preuve du bon fonctionnement d'une équipe collégiale. Eh bien, je pense qu'il faut prendre conscience des mécanismes qui peuvent s'installer au sein d'un groupe et qui donnent l'impression d'un consensus alors qu'on est dans des dérives complètes en termes de justement partage d'idées, partage et de fécondité pour arriver à des définitions. Donc la pensée de groupe, c'est une manière de penser que les personnes vont adopter quand la recherche d'un accord, finalement la recherche de l'accord, c'est ce qui devient le plus important. Et donc il est plus important de maintenir l'accord, le consensus, que toute autre chose. Et donc, quelque part, de manière tout à fait subtile et inconsciente, on évacue tout ce qui pourrait venir mettre un grain de sable dans cet pseudo-accord unanime. Et donc, la pensée de groupe, ça intervient, c'est les notes que vous avez, chaque fois que des gens calquent leurs opinions sur ce qu'ils croient être le consensus du groupe. C'est-à-dire qu'on se fait même, on projette même sur le groupe ce qu'on pense être la réponse consensuelle. Et finalement, eh bien, le résultat, c'est qu'on choisit des options qui qui conviennent à personne. On arrive à des décisions complètement aberrantes. Et pour lui, donc, les phénomènes de pensée de groupe engendrent de nombreuses erreurs, et surtout quand il s'agit de prendre des décisions importantes. La tendance à rechercher à tout prix un consensus, la volonté de gommer les antagonismes, la pression toujours plus forte vers la conformité. Tous ces facteurs rendent le groupe incapable de collecter des informations contraires. Il ne sait plus faire preuve d'inventivité en explorant par exemple d'autres pistes. Et donc, il faudra, c'est pour ça que je parlais du rôle du leader auparavant, d'être attentif de manière intentionnelle pour prévenir ces effets dévastateurs de la pensée de groupe. Ce qui peut être tout à fait pervers, c'est que le président eh bien, peut être lui-même à l'origine de ces symptômes, parce que finalement, c'est très satisfaisant de rassembler l'unanimité, d'être à la tête d'un groupe qui ne parle que d'une seule voix. Hein, donc, à tout ça, méfions-nous de ces travers. Il y a de la bienveillance, beaucoup d'avantages à des dissensions et des avis différents au sein d'un groupe. Encore faut-il savoir les accepter et les gérer. Alors, je vous propose... Ah ben, je suis resté sur ma slide, en fait. Désolé. Voilà. Donc, ça, c'était la pensée de groupe. Et je vous propose, voilà, ça, c'est un outil. Alors, en termes de diaporama, il n'y a pas pire. Mais en fait, vous aurez accès à ces ressources. C'est juste pour vous dire qu'il y a des symptômes qu'on peut observer quand on parle de pensée de groupe et avec des descriptions. Alors voilà, je ne vais pas tous les lire, ça serait fastidieux, hein, mais effectivement, simplement pour être conscient et attentif à ce qui peut arriver au sein d'un groupe et comment ce groupe, finalement, peut devenir complètement hermétique et incapable d'entendre autre chose ou même d'avoir un regard sain sur son propre fonctionnement. Et je pense que là, je voudrais faire allusion à des scandales qui arrivent au sein d'organisations chrétiennes, finalement, où on se rend compte que l'organisation de la direction s'est construite avec ce genre de processus et où le groupe est devenu incapable
de, euh, de venir contrer en fait des comportements, des agissements qui sont contraires à leur déontologie. Donc ça, il faut vraiment, je pense qu'il faut vraiment y être sensibilisé. Ouais, cette question, il est question d'autocensure, de supériorité morale, hein, qui amène à des comportements qui sont contraires à la déontologie du groupe. Et puis ensuite, il y a une deuxième grille qui serait utile justement pour identifier les signaux de vigilance et quels sont les outils qui sont à notre disposition eh ben, pour contrecarrer ces situations, hein. Donc, par exemple, voilà, le groupe converge rapidement vers une solution unique. Eh bien, voilà, on va nommer un contradicteur. On va travailler en sous-groupe. Enfin, voilà, il y a des tas de manières aujourd'hui, des tas d'outils. Et là, on est dans des choses très, très pratiques pour contrer ce genre de situation. Comment est-ce qu'on fait lorsque finalement, il y a une pression du groupe sur les personnes qui stérilisent les débats? Euh, Qu'est-ce qu'on fait pour s'assurer que les informations ont effectivement, toutes les informations ont été collectées pour pouvoir prendre la décision? Il y a des gens qui ne seront jamais satisfaits de ça d'ailleurs. Voilà, être attentif à ces signaux de vigilance et de mettre en place, là, ça ne peut plus marcher, voilà, à mettre en place des outils pour pouvoir les contrer. Donc ça, c'est vraiment un point de vigilance sur lequel je veux vous rendre attentif parce qu'il me semble que dans nos fonctionnements, et en particulier quand on parle euh, j'essaie de virer mon écran, voilà, voilà, quand on parle d'unanimité ou de collégialité, je pense qu'on peut facilement tomber dans ces travers. Donc, c'est juste pour vous rendre attentif à cela. Il y a de la littérature sur ce sujet, donc vous pouvez vous documenter par vous-même. Dans un deuxième temps, je voudrais évoquer avec vous les types de leaders dont l'Église a besoin. Et là encore, ça se présente sous une forme d'outils que je mettrai à votre disposition. Parce que ce qui est intéressant de voir, c'est déjà de prendre conscience de la différence de leadership qu'il peut y avoir au sein d'une équipe. Et plutôt que d'annuler cette diversité avec des confrontations qui sont stériles, d'en voir la richesse et même de la rechercher. Et dans cet outil que je vous propose, voilà, il y a une description de ce que sont ces trois types de leadership, mais il y a aussi les signaux d'avertissement lorsque l'un de ce type de leadership n'est pas présent au sein de l'équipe de direction. Je trouve que c'est très intéressant de pouvoir faire cet exercice. Pour revenir à ce que je viens de dire à l'effet à la pensée de groupe, quand on fait des évaluations de conseil d'église, on a quelques outils pour voir les profils, en fait, les profils de personnalité des membres du groupe. Et dans 95% des cas, on voit que les profils sont identiques. Alors c'est vrai que voilà, déjà dans nos milieux évangéliques, on a un certain type de profil qui est prédominant, mais on a aussi une idée du responsable qui doit être conciliant et voilà, tous nos bons, voilà, de très bonnes choses qui sont liées à la personnalité. Mais en fait, on se retrouve avec des conseils d'église qui sont, qui rassemblent des personnes qui sont absolument de personnalités identiques. Et c'est stérile, en fait, souvent, en termes de, justement, vision, direction. Par contre, il y a une belle unanimité, on s'entend bien, on est tous d'accord, mais où est-ce qu'on va ensemble? Donc voilà, simplement trois types, là encore, c'est des modèles, c'est pas biblique, mais c'est juste des outils pour nous aider à réfléchir. Le premier type de leader, c'est le leader visionnaire, directionnel, le meneur. Ce sont des leaders qui sont capables de donner une vision, qui vont donner une direction pour le troupeau. C'est des gens qui ont la vue d'ensemble, qui voient toujours la question de manière globale et qui se ramènent toujours vers où on va.
typiquement, le verbe qui est associé à ce type de leader, c'est le mot diriger. Et on a un Paul ou un David qui sont typiques de ce mode de leadership. Hein, David, il a cette vision large. Voilà, il est conscient des nations qui l'entourent. Et Paul, c'est pareil, il est très conscient de sa mission. Il va même dire voilà, qu'il a atteint le but. Le deuxième type de leadership, c'est le leader administratif. Des gens qui réfléchissent de façon beaucoup plus détaillée, beaucoup plus précise, qui vont tout de suite réfléchir à ce que la vision implique en termes de moyens à mettre en œuvre. Et donc, c'est des gens qui vont réfléchir à un plan d'action, mais du début à la fin. Le visionnaire, bah, il va vous donner les grandes lignes. Et d'ailleurs, à chaque conseil d'église, il va venir avec une nouvelle idée. Et l'administrateur, il dit, tu nous saoules, quoi, parce que c'est juste pas possible. Donc, vous voyez, on a aussi besoin de ce type de profil qui ont les pieds sur terre. C'est des gens qui travaillent avec un fichier Excel, n'est-ce pas? Mais parce qu'ils sont dans qu'est-ce qu'il nous faut comme ressources? Et c'est des gens qui sont très timides à prendre des décisions parce qu'ils n'ont jamais toutes les informations, voyez. Alors que le visionnaire, il ne s'importe pas, il ne s'occupe pas des détails. Ce qui est important, c'est la vision globale, c'est l'opportunité, c'est le développement. Comment est-ce qu'on articule ces deux principes? On a un Salomon qui est un bon exemple du leader administratif. Et d'ailleurs, le leader administratif, vous voyez, il ne faudrait pas le limiter aux finances, au statut, aux problèmes légaux, aux problèmes de l'assurance. Parce que c'est aussi quelqu'un qui peut vraiment réfléchir en termes de ressources humaines. Hein. Euh, voilà, Acte 6, par exemple, nous donne un exemple de ce type de leadership qui est indispensable à l'Église. Donc, c'est des gens qui réfléchissent à la fois en termes administratifs, mais aussi en termes de personnes. C'est aussi une mission qui est donnée par Dieu à ces hommes. Et peut-être qu'elle est sous-estimée dans nos conseils. En tout cas, elle n'est pas très valorisée. Et je ne suis pas sûr que dans nos instituts de formation, on mette souvent l'accent sur ce type de leadership. Et puis le troisième type de leadership, alors c'est celui qui fait 80% voilà, des ministères dans nos églises, c'est le leader pastoral. C'est celui qui s'occupe des gens, c'est celui qui a à cœur d'accompagner. Hein, c'est le verbe accompagner. Le verbe qui est lié au leader administratif, c'est organiser. Ici, là, on parle d'accompagnement, on parle d'un Barnabas, et clairement, c'est le type de leader qu'on trouve le plus souvent dans nos conseils d'anciens et dans nos églises. Et il faut voir ces trois types de leaders comme étant complémentaires. Alors, c'est lié aussi à des profils de personnalité, hein, tout ça c'est intéressant. Encore une fois, c'est des outils. Il n'y a pas un profil qui est meilleur de l'autre. Chacun de ces profils comporte des forces et des faiblesses. Mais l'enjeu ici, c'est de permettre à ces différents types de leaders, une fois qu'ils sont reconnus, n'est-ce pas, de pouvoir prendre leur place justement au sein du conseil et que l'apport de chacun soit valorisé en fonction des domaines de compétences qui leur appartiennent. Et je l'ai dit et j'insiste là-dessus parce que ça me paraît vraiment stérilisant au niveau d'un travail en collégialité, justement, c'est que de manière tout à fait euh, intuitive et inconsciente, on choisit les équipiers de l'équipe en fonction de nos ressemblances pour maintenir justement cette pseudo-unité. Et donc, il va y avoir un travail aussi intentionnel à faire et qui peut être aussi lié à la phase de développement de l'Église. Là, j'ai fait un atelier pendant notre congrès sur le type de leadership associé à la phase de développement de l'Église. Vous voyez, c'est une question très complexe, en fait, qui demande, pour être prise en compte, l'apport de beaucoup d'informations. Mais on ne peut pas réfléchir à une saine collégialité et à une saine direction sans prendre ces choses en considération. Alors, par contre, je ne sais pas trop la notion du temps ici. Tu me diras, Priscilla, combien de temps il me reste? Je vais repartager mon écran juste pour vous donner voilà, quelques pistes. Mon écran 1, il est là.
Voilà, donc je passe à la suite. Voilà, les trois types de leaders dont chaque église a besoin. Donc le leader visionnaire, directionnel, le leader administratif, organisateur, et le leader pastoraux, qui sont bergers, enseignants. Voilà, typiquement, vous voyez, tout ça, c'est un outil que je vous donnerai, mais il ne se pose pas les mêmes questions devant un problème. Euh, le visionnaire, c'est dans quelle direction on va. L'administrateur, c'est comment on s'organise pour répondre à ça. Et puis, le berger, ça va être, mais attendez les gars, comment est-ce qu'on prend soin des personnes dans cette église? Donc, on a des modèles bibliques, on a des rôles différents, et puis on a des axes de leur ministère qui sont aussi différents. Et tout ça, c'est complémentaire. Et ça s'enrichit. La difficulté, l'enjeu ici, c'est de faire de ces différences une force. Et plutôt que de s'annuler, mais de vraiment y voir une complémentarité qui va enrichir la vie du groupe. Chacun, encore une fois, dans son domaine. Vous voyez, avec des préoccupations différentes, mais qui vont se complémenter, enfin bon, voilà, qui vont être en complément les unes des autres. Je vais arriver à cette dernière slide. Simplement, une fois que vous réfléchissez à ce tableau en équipe, en fait, dans la dernière ligne, vous pouvez mettre les noms des personnes de votre conseil qui se placent dans telle ou telle console. Alors, on n'est pas tous hermétiques, n'est-ce pas? On peut avoir des profils qui sont un peu à cheval sur plusieurs colonnes, il n'y a pas de problème. Mais c'est intéressant comme test pour vous, en tant que conseil, pour voir finalement, peut-être, les manques et les apports que pourrait apporter justement une personne avec un profil différent. Attention, il y a des faiblesses qui sont liées à chacun de ces leaders. Et il faudrait remettre ça dans le contexte justement que j'ai essayé d'évoquer tout à la fin, de bien cadrer le ministère d'un leader ou de plusieurs leaders au sein d'un conseil. Ça va être essentiel. Et le leader, s'il il a fait ce travail sur soi et qu'il continue à le faire, il va être conscient, il va prendre en compte les faiblesses qui sont liées à son type de leadership et il va y travailler. Et ça va se faire aussi dans l'équilibre avec les autres membres du conseil. Donc voilà, je ne vais pas lire tout ça, c'est rébarbatif, mais c'est simplement pour montrer que les différences qu'il peut y avoir et typiquement les points de vigilance pour chacun de ces trois profils. Mais la dernière slide que je vais utiliser, c'est peut-être celle qui sera sur laquelle vous pourrez le plus vous interroger ou débattre en tout cas, c'est les signes qui révèlent l'absence de ce type de leader dans une équipe de responsables. Parce que ça, il me semble que c'est justement l'atout de ce genre de réflexion, c'est de se dire finalement, dans notre équipe, qu'est-ce qui manque pour atteindre justement notre mission en tant que groupe d'anciens. Vous voyez, je survole, mais on ne peut pas aborder toutes ces questions si on n'a pas une définition claire du rôle qu'on s'attribue en tant que conseil, en tant que collège d'anciens. Et encore une fois, en revisitant ce rôle en fonction de ce qu'est l'Église aujourd'hui. Parce que ce qui était valable il y a 20 ans, au moment de la fondation d'Église, n'est certainement plus valable 20 ans plus tard dans une phase de structuration. Donc voilà, l'absence d'un meneur visionnaire va nous amener à une Église où finalement, il y a du monde dans l'Église, d'accord, mais on a beaucoup de mal à trancher. On n'arrive pas à prendre un cap, d'accord? Et il y a un certain flou qui peut être source de malaise, voire d'insécurité pour les membres de l'Église. L'absence d'administrateur, d'organisateur, alors il est tout autre, hein, mais ça va se faire ressentir au niveau de la communication, mais aussi de l'absence de structure. Hein. Voilà, il faut absolument qu'on ait des personnes qui puissent justement organiser et mettre les choses en place. Et ça va aussi être source de tension parce que d'un côté, il va y avoir des attentes irréalistes d'un visionnaire hein, qui est très fort pour aller, pour donner une vue d'ensemble, et puis des bergers qui vont être très attentifs
à l'état dans lequel se trouve l'Église aujourd'hui, les membres de l'Église, et il manque ce maillon intermédiaire qui va être de pouvoir organiser les choses pour donner un cadre sécurisé. Et puis l'absence de berger, ben voilà, euh, c'est l'absence de le sentiment d'être délaissé, pas accompagné. Hein. Il y a peut-être des grands projets, il y a des choses qui sont bien organisées, mais finalement, les gens ne sont pas prêts à s'engager parce que, il manque ce qui va qui va donner le sentiment euh, d'appartenance. Voilà, c'est juste voilà, deux outils que je voulais vous présenter pour nourrir un petit peu cette réflexion et qui sont complémentaires dans le sens où d'un côté, la recherche absolue de consensus, eh bien, il faut pouvoir la questionner avec aussi des outils. Et de l'autre côté, comment faire vivre euh, une saine diversité de manière intentionnelle en en donnant à chacun la place et le domaine de compétences qui lui appartient et la place aussi à l'écoute, vous voyez. Alors, je ne sais pas ce que vous allez retenir de tout de se concentrer, mais il me semble que c'est l'enjeu d'une équipe dirigeante, de pouvoir faire vivre cela. Et ça, c'est là que je vois qu'il y a vraiment besoin, justement, d'un leadership qui ait cette sensibilité. Et pourquoi pas, j'irais, jusqu'à une personne dédiée au sein de l'équipe pour nous ramener à ces réalités, pour faire vivre cette équipe.